Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler de l'état de droit par rapport aux propos de Bruno Retailleau, le ministre de l'Intérieur, qui a dit que l'état de droit n'était pas intangible. Et je vais vous parler de cela sous l'angle du droit numérique. Bruno Retailleau a dit que l'état de droit n'était pas intangible par rapport à la jeune Philippine qui a été violée et assassinée, parce qu'il souhaite que l'on puisse réprimer davantage et être plus efficace par rapport aux OQTF qui commettent des infractions. Il s'en est suivi une polémique par rapport à la définition même de l'état de droit et sur le fait de savoir si l'état de droit est intangible ou pas. Alors je pense que nous voulons tous rester dans un état de droit, hormis quelques anarchistes et quelques nostalgiques des régimes despotiques, que nous partageons cette citation de Eschyle qui disait « Ne consent à vivre ni dans l'anarchie, ni sous le despotisme ». Ce qui signifie que nous sommes attachés à des principes fondamentaux comme la séparation des pouvoirs, l'égalité devant la loi ou encore la hiérarchie des normes, mais aussi que nous sommes attachés à des droits fondamentaux comme la liberté d'expression. Mais si on range ces droits fondamentaux dans l'état de droit, on se rend compte que notre état de droit n'est pas si intangible que cela. Pourquoi? Parce que les droits et les libertés fondamentales bougent sans cesse. Il y a de la jurisprudence et puis des lois peuvent être examinées au regard de ces droits fondamentaux et être par exemple censurées par le Conseil constitutionnel. Et donc en fait, il y a un lien direct entre notre état de droit et notre état du droit. Il est difficile de faire ainsi la différence entre état de droit et état du droit. Notre état de droit dépend de notre état du droit. Quand on étudie ces questions sous l'angle du droit du numérique, eh bien on peut se demander si il existe encore un état de droit sur Internet. Sur Internet, il existe en effet des zones de non-droit. Et ces zones de non-droit, elles peuvent exister depuis longtemps. Ça fait depuis 20 ans que je me bats pour qu'on adapte la loi de 1881 et la prescription de 3 mois qui est prévue pour agir en diffamation ou en injure. Sur Internet, vous n'avez que 3 mois à compter de la diffusion pour agir en diffamation ou injure. Or, cette règle, elle a été prévue pour le papier en 1881 et non pas pour l'Internet. Or, les supports sont complètement différents. Le papier est limité géographiquement et dans le temps, alors que l'Internet est illimité. Ce n'est donc pas normal qu'on soumette à une prescription de 3 mois ceux qui sont injuriés ou diffamés sur Internet. Ils devraient pouvoir agir même au-delà de ce délai de 3 mois. Après, si on vous supprime également la possibilité d'identifier des personnes qui commettent des infractions sur Internet, eh ben, on rentre dans une zone de non-droit. Or, depuis une loi de 2021 et une autre de 2022, il est plus possible d'identifier des personnes qui commettent des infractions civiles sur Internet. On ne peut identifier les personnes qu'à des fins de procédure pénale. Et encore, on ne peut les identifier que si la peine encourue est supérieure à 1 an de prison. Ce qui signifie qu'on ne peut pas, par exemple, obtenir l'adresse IP des personnes qui commettent des infractions de diffamation ou d'injure. On a créé ainsi là une zone de non-droit à la fois civile et pénale pour les petites infractions. Donc on peut créer une zone de non-droit lorsque on n'adapte pas la loi à l'Internet, par exemple, ou lorsque on supprime des droits qui étaient auparavant reconnus comme le droit à identifier des personnes qui commettent des infractions, mais aussi on peut créer des zones de non-droit lorsque on donne des droits à des personnes qui en ont déjà beaucoup, comme les très grandes plateformes et les moteurs de recherche. Vous savez peut-être, si vous avez vu ma vidéo sur le règlement DSA, que dans ce règlement, il est prévu que les très grandes plateformes et les moteurs de recherche peuvent censurer les contenus qui sont diffusés sur ces supports sur le fondement de leurs conditions générales d'utilisation. Donc on reconnaît finalement à ces très grandes plateformes la possibilité de faire la loi au travers de leurs conditions générales d'utilisation. Alors que ces plateformes ont déjà beaucoup de pouvoir, on leur reconnaît ce droit-là, qui est un droit qui, de mon point de vue, est excessif parce que qui va avoir la force, l'argent d'aller contester des conditions générales qui sont illicites, qui seraient contraires à notre droit. Puis ça sert à rien d'avoir des lois si on ne peut pas les appliquer, si vous n'avez pas assez de policiers, si vous n'avez pas assez de magistrats et si vous adaptez pas nos procédures à des procédures en ligne rapides. Donc, pendant 20 ans, j'ai dit qu'il n'existait pas de zone de non-droit sur Internet, mais maintenant, force est de constater que les zones de non-droit, les zones d'ombre, les vides, les trous noirs juridiques se sont multipliés sur Internet. Alors certes, on est encore dans un état de droit, je pense, mais que ces zones d'ombre se sont multipliées
Et il ne faudrait pas qu'elles prolifèrent trop, sinon nous ne serons plus dans un état de droit. La question n'est donc pas tant de savoir si nous sommes ou non dans un état de droit, mais comment lutter contre ces zones de non-droit de façon à ce qu'elles cessent de proliférer et de menacer notre état de droit et donc notre démocratie. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé, que j'aurai apporté un peu de lumière à ce débat qui est un petit peu obscur. Merci beaucoup pour votre attention et à bientôt pour de nouvelles vidéos.